Donc aujourd'hui, c'est la troisième séance et l'avant-dernière de ce cycle du séminaire consacré à la responsabilité solidaire. Donc après avoir abordé le sujet sous l'angle du droit international et du droit civil, puis la semaine dernière du droit des entreprises, pris par l'entrée droit des sociétés et droit comptable, aujourd'hui nous allons parler de droit du travail. Donc c'est par des questions de droit du travail que nous allons saisir ces questions de responsabilité solidaire. Et nous allons le faire dans une perspective comparative, sortant du champ européen, et confrontant le droit français donc au droit coréen. Et je remercie très chaleureusement mes collègues d'avoir accepté de participer à ce séminaire. Madame Elsa Peskin, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Ouest Nanterre, que j'aurai l'occasion de vous présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure, et le docteur Ye-Song Park, qui est venu de Séoul pour nous parler. Il est arrivé hier soir, il a été bloqué par la grève, donc il a été tout de suite dans le cœur de son sujet, sur les questions de relations de travail. Enfin, il a réussi quand même à sortir de Roissy et ce matin à nous rejoindre avec la fraîcheur d'esprit qui le caractérise. Donc, M. Park a fait ses études de droit à l'université de Séoul et ensuite il est venu faire une thèse en droit du travail à l'université de Nantes. Et cette thèse portait sur la représentation collective des salariés. C'était une étude comparative du droit français et du droit coréen. À l'issue de cette thèse, il est retourné en Corée. Il faut dire, alors je ne rentre pas dans les détails, mais il y a eu une réforme des systèmes des facultés de droit en Corée qui est intervenue à peu près à cette période. Il y a eu aussi une réforme au Japon, à grands traits, mais enfin, dans la discussion, si ça vous intéresse, parce que ça participe quand même de la comparaison des droits, la façon dont on conçoit son enseignement. La Corée, comme le Japon, avaient adopté la conception d'Europe continentale de l'enseignement, c'est-à-dire de considérer le droit à la fois comme un instrument de formation professionnelle, mais aussi comme un objet d'étude de culture. Donc, c'est enseigné à l'intérieur des universités dans un cadre conceptuel et théorique. Et ce modèle est concurrencé depuis 15 ou 20 ans par celui de School of Law de type plutôt anglo-américain qui vise à confier la formation des juristes plutôt à des praticiens. Alors, ce modèle a été adopté plus ou moins, avec plus ou moins de radicalité. Je pense que les Coréens ont été très radicaux en ce domaine. Les Japonais, plus prudents, ont conservé un système de facultés de droit traditionnel et des School of Law. Toujours est-il que la dimension de prospective et de théorie qui caractérise quand même l'enseignement, qui devrait caractériser l'enseignement dans les facultés de droit, n'est pas la grande préoccupation du modèle de School of Law. Et c'est la raison pour laquelle M. Park s'est trouvé plus à l'aise pour continuer dans ses recherches en rejoignant l'Institut coréen du travail, où il est actuellement directeur de recherche. C'est donc un institut de recherche qui ne fait pas d'enseignement et qui est consacré exclusivement, alors, mais dans toutes ses dimensions, pas seulement juridiques, à l'étude des questions du travail. Bon, ce sera intéressant. Je vous dis, si vous voulez, dans la discussion, on peut ouvrir un petit mot sur ces puisque c'est un élément de la comparaison. C'est intéressant de voir ressurgir ce modèle des School of Law quand on se souvient que, par exemple, en Grande-Bretagne, le droit n'a pas été un objet d'enseignement universitaire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, quasiment. Là aussi, le modèle, on allait étudier à Cambridge ou à Oxford, enfin, quand on appartenait à la bonne société
des études littéraires, et puis ensuite, eh bien, on allait étudier le droit comme une matière pratique dans des cabinets d'avocats. Donc la tradition universitaire d'Europe continentale, qui remonte à Bologne, ne s'est pas étendue tellement au droit dans cette tradition anglo-américaine. Donc je ferme cette parenthèse. Depuis donc une dizaine d'années maintenant, M. Park poursuit des recherches sur des questions qui concernent en particulier ce dont nous allons parler ce matin, c'est-à-dire la question des groupes de sociétés, des réseaux d'entreprises, qui prennent des formes tout à fait particulières en Corée, dont nous allons entendre parler ce matin. Et plus généralement, il travaille sur les questions d'économie collaborative et de mutation des relations de travail dans le monde actuel. Il a eu plusieurs fois l'occasion de revenir pour des séjours de recherche en France, et notamment, il a été fellow de l'Institut d'études avancées de Nantes en 2011-2012. Alors, la plupart de ces publications sont en coréen. Je pourrais vous y renvoyer si vous le souhaitez. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de locuteurs coréens dans l'amphi. Mais il a aussi publié en français. Il y a donc sa thèse qui est accessible par le registre des thèses sous une forme électronique. Et d'autre part, il a publié un article sur le travail en sous-traitance dans la revue de droit comparé du travail, excellente revue publiée par l'équipe CNRS de droit comparé du travail de l'université de Bordeaux 1. Alors, ce matin, il va donc nous parler de la notion de chaebol. Alors, je ne dévoile pas ce que c'est, mais c'est une notion tout à fait centrale dans l'organisation économique coréenne. Donc, la notion de chaebol et les problèmes de responsabilité qui sont liés à cette organisation du travail autour de ces grands conglomérats que sont les chaebols, avec, vous allez le voir, une jurisprudence récente, assez intéressante et inspirante par rapport aux débats que nous pouvons avoir à l'échelle française ou européenne sur ces sujets. Donc, cher Yesong, bienvenue à Paris, et vous avez la parole. Merci, bonjour à tous. Merci Inspire pour cette belle introduction. Et puis, c'est intéressant de voir vous, beaucoup de gens qui viennent écouter sur le droit coréen et sur le pays coréen. Et je vois parce que quand je parle en Corée devant le public coréen, je n'ai pas beaucoup de monde comme ça. Je me sens plus accueilli ici à Séoul. En tout cas, la Corée est un pays, même le droit coréen, ce n'est pas très connu en France, je crois. C'est vraiment un droit étranger à vous. Et même la Corée, ce n'est pas un pays très connu en France, je crois. Donc, je vais parler. Donc, c'est pour moi un grand plaisir d'avoir l'occasion de vous parler de la notion de chaebol, du droit coréen, du travail et de la Corée. Donc, je commence par parler un petit peu de l'histoire, une petite histoire coréenne. La Corée se libère en 1945 après une durée de colonisation japonaise, mais devient tout de suite divisée en deux, nord et sud. Et dans le sud, après une durée de 3 années de gouvernement de l'armée américaine, la République de Corée est fondée en 1948. En même temps, dans le nord se fonde la République populaire démocratique de Corée, la Corée du Nord. Ces deux Corées font une guerre pendant 3 ans, depuis 1950 et 1953. Cette expérience sanglante laissera un profond traumatisme à la société coréenne. Durant la guerre, les premières lois du travail sont adoptées en 1953. Donc, une loi sur les relations individuelles de travail, une loi sur le syndicat et une loi sur
les médiations des conflits collectifs. Ces deux dernières seront consolidées en 1997 pour devenir une loi sur les relations collectives de travail. Cependant, les conditions politiques et économiques rendent ces lois caduques. Le gouvernement dictateur qui usurpe le pouvoir par un coup d'État en 1961 opprime sévèrement les mouvements syndicaux au profit des premiers jaebul coréens, c'est-à-dire de grands groupes d'entreprises dominés chacun par un chef paternaliste, né principalement grâce à la concession réservée des biens laissés par les Japonais, auxquels est confié le développement économique du pays, l'un des plus pauvres dans le monde de l'époque. La longue dictature militaire se finit en juillet 1987 par une révolution civile. S'en suivent en juillet, août et septembre les grèves générales dans tous les pays. Le droit du travail se démocratisera pour donner plus de liberté collective. On rêvait d'une époque politiquement démocratisée, économiquement développée et socialement protégée. Cependant, la crise financière de 1997 qui envahit les pays de l'Asie renverse tout. Le gouvernement coréen demande l'aide au Fonds monétaire international, qui imposera en contrepartie des restructurations économiques et sociales. Les entreprises, y compris des jaebul, tombent en faillite et la grande vague du chômage enfle. Depuis, le marché du travail coréen est hyper libéralisé. Les travailleurs précaires prennent presque une moitié de l'ensemble des travailleurs. Les syndicats perdent aussi une moitié de leurs adhérents et ne les ont pas retrouvés depuis. L'augmentation du salaire s'arrête. Le fossé des inégalités ne cesse jamais de se creuser. En revanche, la puissance des jaebul se renforce. On n'est pas surpris d'entendre parler de république de jaebul. Nous commençons alors par expliquer la notion de jaebul. Une grande entreprise dirigée par une famille n'est pas un jaebul lorsqu'elle exerce seulement ou principalement une activité, alors que le jaebul englobe des activités tellement diverses qu'il peut lui seul constituer un système économique. Un groupe de sociétés n'est non plus toujours un jaebul lorsqu'il est dirigé par un holding, alors que le jaebul est caractérisé avant tout par sa structure de domination par une personne toute puissante. Le mot jaebul est une combinaison de idéogrammes. Si vous pouvez le voir, parce que la salle n'est pas trop grande, c'est comme ça. Je prépare un petit peu jaebul, vous voyez. Oui, merci, c'est gentil. Voilà. Le premier jet, idéogramme jet, représente l'image d'une coquille vide qui était utilisée comme la monnaie. Donc, par l'extension, signifie le patrimoine. Et le deuxième idéogramme bol représente l'image d'une porte de chaque côté de laquelle les gardiens se tiennent debout avec une lance à la main et signifie ainsi le pouvoir. C'est ainsi que le mot de jaebul a pour sens étymologique le patrimoine comme le pouvoir ou le patrimoine devenu le pouvoir. Les problèmes soulevés par ce patrimoine devenu le pouvoir peuvent se classifier en quatre sortes. Premièrement, c'est le problème de la structure économique nationale. Le poids que les jaebul prennent dans l'économie nationale du pays est trop lourd. L'économie coréenne, économie assistée après la guerre coréenne, est passée du régime de planification au régime de marché depuis 1995, et notamment après la crise financière de 1997. Avec ce passage, l'influence de jaebul a crû rapidement. Par exemple, en 2011, les 30 plus grands jaebul prennent environ 40% de la totalité du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises coréennes
et 37% du patrimoine total du pays. Le poids des 4 plus grands Jabil, donc Samsung, Hyundai, LG, SK, est plus important. Le deuxième problème concerne la diversité extrême des activités des Jabil. Ils font tout. Par exemple, on pourrait imaginer un homme de Samsung. Il est né dans un centre médical de Samsung à Séoul. Il fait ses études dans une université de Samsung à Séoul. Il travaille dans une entreprise d'agence de Samsung avec un smartphone haut de gamme de Samsung à la main et un ordinateur de Samsung sur son bureau. Il vit à Séoul dans un appartement de Samsung où les appareils électroménagers sont tous de marque Samsung. Il achète une voiture de Hyundai, car l'entreprise automobile de Samsung n'existe plus après avoir été rachetée par Renault pour devenir Renault Samsung. Il fait ses courses dans un grand magasin de Samsung avec la carte de crédit de Samsung. Il va de temps en temps au stade de foot ou de baseball pour soutenir son club de Samsung ou au parc de loisirs de Samsung avec ses enfants. Il va quitter son emploi à l'âge de 60 ans, mais comme il va vivre encore au moins 20 ans et que la pension retraite qui a été introduite en 1988 n'est pas suffisante pour garantir la continuité de son niveau de vie antérieur, il va ouvrir un petit café franchisé par Samsung. Il va mourir dans le centre médical de Samsung où il est né. Voilà comment le système de Jabil domine la vie entière de cet homme de Samsung, donc des Coréens. Le troisième problème est relatif à la propriété de Jabil. Les sociétés filiales sont contrôlées par une personne physique, donc le chef du Jabil. Or, juridiquement, le chef du Jabil n'est qu'un petit actionnaire. Par exemple, le chef de Samsung et sa famille ne possèdent que 1,3% des parts de l'ensemble de Samsung. Mais cela lui suffit pour gouverner l'empire de Samsung. Ce gouvernement est possible grâce à la technique dite investissement circulaire. Pardon, investissement circulaire. Par exemple, la société A investit dans la société B, qui investit dans la société C. Et cette société C investit dans la société D, qui investit en retour dans la société A. Donc, un tel tour d'argent se multiplie en diverses circulations avec d'autres sociétés filiales. Quatrièmement et finalement, il s'agit de pratiques de gestion ou plus exactement de corruption. Il y a une tradition de gestion propre au Jabil. C'est une vassalité. C'est la fidélité que les dirigeants des filiales jurent au chef du Jabil qui rend possible le fonctionnement du système de Jabil. Le chef exerce un pouvoir absolu et les dirigeants perçoivent des bénéfices économiques pour leur loyauté vis-à-vis du chef. Selon beaucoup d'ex-dirigeants du Jabil, la qualité première demandée aux dirigeants les plus proches du Jabil n'est pas une compétence de management, mais la loyauté. Il ne leur faudrait pas refuser de marcher sur la frontière de la légalité et de l'illégalité, et d'aller même en prison pour les intérêts du chef et de sa famille. Plus on est proche du centre, moins le résultat de gestion est important. Le chef du Jabil serait alors un seigneur, les dirigeants des sociétés filiales, ses vassaux. Ce statut de chef se transmet aux enfants, en principe aux fils aînés. Par exemple, le Jabil Samsung est ainsi dirigé par la même famille depuis 3 générations. La succession à la tête du Jabil n'est jamais un processus pacifique, mais une guerre de succession au trône. En 2000, il y a eu une lutte de succession entre 2 frères au sein du Jabil Hyundai. Les médias coréens l'ont appelé rébellion des frères. Rébellion des frères. Rébellion des frères. Je commence bien? Rébellion des frères. Oui, rébellion des frères.
Cette expression désigne dans l'histoire coréenne la lutte sanglante de succession entre les princes de la dynastie Joseon à la fin du XIVe siècle. Donc, c'est un vocabulaire monarchique. Les médias coréens n'hésitent pas à employer des mots monarchiques. Les Coréens les acceptent avec aisance. Comme la théorie féodale de deux corps du roi, le corps physique du chef est mortel, mais son corps socio-économique est immortel. C'est ainsi que le Jeble devient une monarchie. Après la crise financière de 1997, qui a complètement transformé la société coréenne, les Jeble ont épousé la nouvelle idéologie dominante, l'ultralibéralisme, pour maintenir ce régime de domination féodale. Auparavant, ils se prétendaient à la tête d'une famille dont les salariés seraient les enfants. Dans cette entreprise famille, nourrir les enfants serait le devoir de l'employeur paternel. La notion d'emploi à vie s'installerait ainsi avec le système de rémunération, augmentant selon l'ancienneté jusqu'à la retraite. En revanche, les employeurs exerçaient sur leurs salariés une forte autorité patronale. Le travail de longue durée et des traitements inhumains était banalisé et il n'existait pas d'organisation susceptible de défendre leurs intérêts et droits. Aujourd'hui, le modèle de la famille est remplacé par celui de la cité. Dans cette entreprise cité, les salariés sont considérés comme citoyens libres. Or, cette liberté ne veut pas dire qu'ils sont émancipés de la subordination féodale, mais seulement que chaque salarié doit être responsable de sa vie. Donc, le licenciement n'est plus un manquement du devoir de l'employeur père, mais une simple question de la responsabilité individuelle que chaque salarié doit assumer selon sa performance professionnelle. Les salariés sont ainsi directement exposés aux risques économiques avec des restructurations devenues banales et aux effets désastreux. Les salariés ne savent plus vers qui se tourner. Les juristes coréens du travail ont essayé et essayent encore de rechercher un vrai employeur pour lui imposer une responsabilité contractuelle ou celle pour mesures antisyndicales. Par exemple, dans un arrêt du 10 juillet 2008, dans l'affaire Hyundai Mipo Dockyard, la Cour de cassation coréenne a requalifié en employeur juridique cette entreprise donneuse d'ordre vis-à-vis des salariés de l'une de ces entreprises sous-traitantes, licenciés par la fermeture de leur entreprise à la suite d'une décision de conversion de l'activité prise par Hyundai. Dans un autre arrêt du 25 mars 2010, dans l'affaire de Hyundai Heavy Industry, donc Hyundai de construction navale, la Cour de cassation coréenne a jugé que cette entreprise donneuse d'ordre devait être tenue pour responsable comme employeur des mesures antisyndicales vis-à-vis des salariés de ces entreprises sous-traitantes, parce qu'elle décidait de leurs conditions de travail comme si elle était leur véritable employeur. En effet, la loi sur les relations collectives de travail interdit à l'employeur de prendre des mesures ayant pour but d'entraver des activités syndicales, selon le modèle américain dit Unfair Labor Practice. Malgré ces tentatives importantes, il faudrait dire que la responsabilité du Jeble n'est pas encore pleinement trouvable en raison des limites pratiques et théoriques de cette jurisprudence. Pour aller au-delà de ces limites, deux conceptions pour se présenter. L'une est la notion de responsabilité solidaire, l'autre est celle de domination, articulée avec une notion étendue d'entreprise. Même s'il est vrai que la jurisprudence Hyundai Heavy Industry, citée ci-dessus, implique une responsabilité solidaire de l'entreprise utilisatrice,
vis-à-vis des salariés en sous-traitance, la question n'est pas encore prise sérieusement en compte en droit du travail coréen. En revanche, en droit commercial ou environnemental, la responsabilité solidaire des grandes entreprises, et notamment celle des chefs d'immeubles, ne cesse de s'étendre. En droit commercial, d'abord, l'article 401 du Code commercial coréen prévoit que l'administrateur ayant manqué avec intention ou faute grave à ses missions est solidairement responsable de la réparation des dommages causés à un tiers. Cette responsabilité consiste à prendre en compte les influences que le comportement des administrateurs de la société anonyme exerce en fait sur la vie économique d'un tiers, afin que ces représentants de la société aient de la prudence dans l'exécution de leur mission. Et selon l'article 401 bis du même code, est assimilé à un administrateur pour l'application de cet article 401 précité. Une personne qui, en utilisant son influence sur la société, a ordonné aux administrateurs la façon d'exécuter leur mission. Une personne qui, en utilisant le nom d'un autre administrateur, a lui-même exécuté une mission. Ou une personne qui a agi au nom de la société en utilisant des titres qui pourraient faire reconnaître un tel droit, tel que le président honoraire, le PDG, le chef d'entreprise, le vice-président, le directeur général, le directeur permanent, etc., alors qu'il n'est pas administrateur. Ces trois types de personnes désignent justement le chef d'immeuble. Cette notion de personne assimilée à un administrateur a été introduite en 1998 afin de réglementer des pratiques irrégulières des chefs d'immeuble qui ont été considérées comme l'une des causes de la crise financière de 1997. La jurisprudence applique cette disposition à la personne morale. Ce dispositif juridique est significatif quand on recherche la responsabilité d'une entreprise donneuse d'ordre vis-à-vis d'une entreprise sous-traitante ou des salariés de celle-ci. En droit environnemental, ensuite, l'article 44 de la loi du 1er août 1990 sur les politiques de l'environnement prévoit que la personne qui a causé une pollution ou un accident environnemental doit réparer le dommage qui en a résulté. Lorsque l'on ne peut identifier la personne exacte en cas de pluralité d'auteurs, chaque personne doit réparer solidairement le dommage. Cette responsabilité étant une responsabilité objective, chacune de ces personnes est tenue de réparer le dommage, alors même qu'aucune faute ne lui serait imputable. La loi du 5 janvier 1995 pour conservation de l'environnement du sol prévoit la même notion. Cette loi a pour but de maintenir et préserver le sol et par conséquent de fournir une vie saine et agréable pour le grand public par la prévention des dommages résultant de la contamination du sol. Selon l'article 10.3 de la loi, la personne ayant causé une contamination du sol doit dédommager les victimes et purifier le sol contaminé. Lorsque l'on ne peut identifier la personne exacte en cas de pluralité d'auteurs, chacune de ces personnes est solidairement tenue de réparer le dommage et de purifier le sol contaminé. Et puis l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 sur la réparation des dommages causés par la pollution pétrolière impose, en cas de dommages causés par une pollution provoquée par un navire pétrolier, en principe au propriétaire du navire la responsabilité de réparer ce dommage. Toutefois, lorsque la pollution a été causée par plus de 2 navires et que l'identification du navire à l'origine du dommage est incertaine,
les propriétaires des navires concernés sont solidairement responsables de la réparation du dommage. Une responsabilité solidaire s'impose également aux propriétaires et à l'affréteur lorsque la pollution a été causée par un navire sous pavillon étranger dont l'affréteur est de nationalité de la République de Corée. Bien que la loi sur les relations individuelles de travail connaisse quelques dispositions relatives à la responsabilité solidaire de l'entreprise donneuse d'ordre en matière de rémunération des salariés des entreprises sous-traitantes dans le cadre d'une chaîne de sous-traitance, la responsabilité solidaire ne constitue pas encore un thème majeur en droit social coréen, notamment dans les domaines du licenciement et de la négociation collective. La responsabilité solidaire, au sens strict du terme, est en principe une notion en aval, donc une notion pour réparer les dommages causés à autrui. Elle pourrait être utile dans un pays comme la France où le licenciement sans cause réelle, sérieuse est résolu par les indemnisations. Mais dans un pays comme la Corée où le licenciement sans motif juste se traduit en principe par la nullité du licenciement et la réintégration dans l'entreprise, la question pourrait se poser différemment. Selon l'article 23 de la loi du 10 mai 1953 sur les relations individuelles de travail, l'employeur ne peut licencier le salarié sauf pour motif juste. Dès lors, selon la jurisprudence, un licenciement sans motif juste est nul et le salarié victime doit être réintégré dans son emploi original ou équivalent avec le salaire non payé depuis le licenciement. La question se poserait alors de savoir dans quelle entreprise le salarié licencié sera réintégré. Donc, il s'agit d'une responsabilité personnelle de l'entreprise et non pas d'une responsabilité solidaire. S'agissant de négociations collectives, dans un pays comme la France, où la négociation de branche joue un rôle majeur, déclinant, oui. Pardon. Non, un rôle majeur, mais déclinant dans les projets de loi actuels. Le poids de la négociation d'entreprise serait relativement léger dans la détermination du salaire et des conditions de travail des travailleurs des entreprises sous-traitantes. Mais dans un pays comme la Corée, où la branche ne règle pas un taux de salaire commun et où la négociation d'entreprise accomplit une fonction déterminante, la question pourrait se poser différemment. Une loi du 31 décembre 1980 sur le syndicat imposait un syndicalisme d'entreprise dans les termes suivants. Le syndicat s'établit au niveau d'une entreprise ou d'un établissement ayant un pouvoir de décision des conditions de travail. Pour cela, il en faut une décision par au moins 30 salariés ou un cinquième de l'ensemble des salariés. Cette disposition fut abrogée au profit de la liberté syndicale par une loi du 28 novembre 1987, adoptée à la suite de la grève générale de l'été 1987. Mais en raison d'une dépendance au chantier, presque tous les syndicats nouvellement créés à l'époque le furent au niveau de l'entreprise. Des syndicalistes coréens s'efforcent de construire un syndicalisme de branche, mais l'entreprise reste en fait la source réelle des règles du travail. La question se poserait alors cette fois-ci également de savoir avec qui les travailleurs doivent et peuvent négocier. Donc il s'agit également d'une question de responsabilité personnelle de l'entreprise donneuse d'ordre. Nous en prenons un exemplaire. C'est l'exemple de Hyundai Kia Motor Group et Donghi Auto. Ce Jaebul Hyundai Kia sous-traite la production d'une marque de voiture à l'entreprise Donghi Auto, créée pour cet objectif seul par Hyundai Kia en collaboration avec un autre groupe. Hyundai Kia fournit à l'entreprise Donghi Auto tous les éléments nécessaires à la production, donc terrain de l'usine, installation et équipement, lignes de montage,
composants à monter, etc. Donc, tout sauf les ouvriers. L'entreprise sous-traitante Dong-Yi Auto obtient ces ouvriers en sous-traitant les lignes de montage à raison d'une ligne par entreprise sous-traitante. Les travailleurs postés sur les lignes de montage sont tous les salariés des entreprises sous-traitantes. Seuls les employés de bureau et les gardes sont les salariés de l'entreprise Dong-Yi Auto. Toutes les entreprises sous-traitantes travaillent sur le même site. Chaque entreprise sous-traitante s'expose ainsi à la concurrence avec les autres pour renouveler chaque année le contrat avec l'entreprise Dong-Yi Auto. Le principe est de produire avec le coût le meilleur marché. Un syndicat sera donc considéré comme obstacle à cet objectif et le contrat de sous-traitance sera résilié. Les ouvriers travaillent 24 heures sur 24 en 2 équipes avec le salaire minimum. En 2005, certains ouvriers ont organisé un syndicat. Les entreprises concernées ont été fermées et ils ont été licenciés. Ils ont demandé une négociation d'abord à leurs patrons, lesquels ont répondu « Quel pouvoir de décision avons-nous? Tous les ordres viennent d'en haut. » Ils se sont tournés vers l'entreprise Dong-Yi Auto. La réponse a été « On produit selon la demande de Hyundai Kia Motor Group, qui nous rémunère à la pièce. On ne peut rien faire. » Les ouvriers licenciés se sont adressés à l'entreprise Kia Motor. Et il n'est pas difficile de prévoir ce qu'elle leur a répondu. Nous ne sommes pas votre employeur. Enfin, ils sont allés devant le chef du Jebel Hyundai Kia pour lui demander une négociation directe. Aucune réponse, comme toujours. Pour savoir qui devrait répondre à cette demande de négociation et sur quel raisonnement, il faudrait, nous semble-t-il, une notion de responsabilité plus attendue. Et nous pensons qu'il est possible de la trouver dans l'interprétation étendue de la notion d'entreprise et celle de domination. L'article 2 de la loi sur les relations individuelles de travail définit l'employeur comme un maître d'entreprise, un préposé de la gestion de l'entreprise ou une personne qui agit pour le maître d'entreprise dans le domaine des affaires concernant les salariés de l'entreprise. La loi sur les relations collectives de travail, consolidée en 1997, le définit de façon identique. Les 2 dernières catégories étant simplement représentantes de l'employeur, l'employeur au sens propre du terme est dès lors un maître d'entreprise, donc celui qui domine l'entreprise. Le mot français « entreprise » peut être traduit dans la langue coréenne en 2 expressions, saop et giop. Selon le dictionnaire de la langue coréenne, la saop se définit comme une gestion harmonieuse et durable d'une activité dans un but déterminé et avec un plan. Et la giop comme un corps organisé à but lucratif qui produit et vend les biens ou les services. C'est la notion de saop qui est le propre au droit du travail. Celle de giop plutôt au droit de la concurrence. Or, des juristes coréens confondent souvent ces 2 notions en assimilant la saop à la giop, ce qui entraînerait une réduction de la notion de saop à une personne morale. Répétons la définition légale de l'employeur. L'employeur est un maître d'entreprise. Le mot utilisé par la loi pour exprimer cette entreprise est celui de saop, et non pas de giop. L'employeur est donc celui qui domine l'entreprise saop. Pour l'entreprise, nous soutenons la conception d'Alain Shapiro, selon laquelle elle se présente comme une mise en œuvre d'une liberté de mobiliser et d'articuler des ressources matérielles et humaines afin de réaliser des produits ou des services. Ces formes peuvent être diverses selon les conditions économiques, sociales, technologiques et notamment juridiques. Selon ces conditions,
le maître d'entreprise pourra conceptualiser son entreprise soit à ses propres patrimoines et non, soit en forme d'une personne morale, soit en forme de réseau, tels que la sous-traitance, l'externalisation, le franchisage ou le jebel. L'important est de ne pas s'attacher à telle ou telle forme juridique choisie par le maître d'entreprise, mais de lire l'expression réelle d'entreprise, là où doit se réaliser la finalité du droit du travail, comme celle définie par la loi sur les relations individuelles de travail. Donc, garantir la vie fondamentale des travailleurs en définissant les règles des conditions de travail selon la Constitution, qui prévoit que les conditions de travail se définissent par la loi qui garantit la dignité humaine, ou comme celle définie par la loi sur les relations collectives de travail. Donc, améliorer les conditions de travail et promouvoir des progrès du statut économique et social des travailleurs en garantissant le droit syndical, le droit à la négociation collective et le droit d'action collective prévu par la Constitution. Donc, si l'entrepreneur organise son affaire sur un modèle hiérarchique, il faut pouvoir saisir cette hiérarchie comme une entreprise. Et s'il l'organise en réseau, il faut aussi pouvoir saisir ces réseaux comme une entreprise. Par exemple, lorsque le droit du travail pour réaliser au niveau d'une société la défense du droit collectif des travailleurs en interdisant à l'employeur de leur refuser la demande d'une négociation, il serait permis de comprendre la société comme une entreprise. Mais dans le cas d'une sous-traitance ou d'un jebel, ce but ne peut se réaliser qu'au niveau d'une société dominante, se situant derrière la société dominée, partie contractuelle. Il faudrait être alors capable de saisir comme une entreprise l'ensemble des sociétés dominantes et dominées. Une telle approche est présente dans le droit coréen. La notion de groupe d'entreprise, en coréen, on s'appelle Gyop Jipdan, définie par la loi du 21 décembre 1980 sur la réglementation du monopole et la concurrence loyale. En est un bon exemple. Le groupe d'entreprise s'entend comme un groupe composé par les entreprises dominées de fait par une même personne physique ou morale, et cette personne dominante même, si elle est une personne morale. On peut voir une prise en considération du système de jebel dans l'expression personne physique, qui n'est autre que le chef du jebel. La loi du 31 décembre 1980 sur le contrôle extérieur des comptes des sociétés anonymes oblige la société anonyme dominante à tenir une consolidation comptable, incluant d'autres sociétés, y compris une entreprise ou une association sans personnalité juridique, située dans un lien de domination-subordination avec elle. Ces notions ou institutions ont pour but de garantir l'efficacité des lois en tenant compte des mutations contemporaines dans le cadre des structures des entreprises ou des pratiques du management. Les idées qu'elles impliquent nous semblent parfaitement mériter d'être évoquées afin de s'appliquer en droit du travail. Il est vrai que le droit du travail coréen en connaît de semblables. Par exemple, la loi du 4 décembre 1987 sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes prévoit que lorsque le maître d'entreprise établit une entreprise distincte en vue d'une discrimination salariale, elle est considérée comme constituant une seule et même entreprise avec celle principale. Ou dans un jugement du 22 mars 2013, le tribunal administratif de Séoul a jugé que ces trois entreprises composent une seule et même entreprise et en tant que telle constituent l'employeur juridique des salariés demandeurs. Il est nécessaire que cet esprit des lois se généralise. Pour
aborder la notion de domination, nous prenons également un exemple, celui de la société Samsung Electronics Services. Elle exerce les services après-vente pour la société Samsung Electronics. Elle emploie pour cela environ 10 000 agents de services après-vente, non pas comme salariés, mais dans le cadre de la sous-traitance. S'il y a une demande de service après-vente de la part d'un client, Samsung ordonne directement à un agent d'effectuer ce service. Le client paye Samsung et non pas l'agence sous-traitante. Samsung rembourse l'agence selon le nombre total des opérations de service après-vente effectuées par les agents appartenant à cette agence. Celle-ci rémunère enfin ces agents selon le nombre individuel des opérations effectuées. Pour contrôler les opérations et garantir un niveau de service, Samsung utilise 3 techniques. Le mystery shopping, le client caché, et le moment of truth, donc le moment de la vérité, et l'appel d'évaluation. Le client caché est un système par lequel un responsable de Samsung appelle un agent en se faisant passer pour un client normal afin de voir comment ce dernier travaille. Le moment de la vérité désigne originalement le moment où le matador tue le taureau. Mais dans le domaine de management, il signifie les services clientèle que les agents ont à faire à chaque moment, car chaque moment est déterminant. Enfin, l'appel d'évaluation se fait par Samsung chez les clients pour leur demander le niveau de satisfaction du service opéré. Il y aura des sanctions selon les notes. Ce mode de gestion soulève justement la question de savoir s'il ne constitue pas un travail dissimulé, donc celle de savoir si Samsung Electronics Services n'est pas le vrai employeur juridique vis-à-vis des agents de services après-vente. Mais le gouvernement coréen l'a jugé légal. Les agents ont alors tenté de créer une section syndicale chez Samsung, pourtant connue par son hostilité de principe à la syndicalisation. Comme d'habitude, il y a eu des contre-mesures antisyndicales, y compris des fermetures des agences touchées par le mouvement. Comme le montre cet exemple typique de l'organisation actuelle du travail, il est possible de dire qu'il y a une domination lorsque l'on peut imposer à autrui une activité voulue, même sans direction concrète ou directe, et intervenir à n'importe quel moment pour la modifier ou sanctionner les manquements à sa volonté. La domination est ainsi entendue comme une combinaison de la faculté de programmer préalablement les comportements d'autrui et celle d'y intervenir arbitrairement. Quand l'employeur renouvelle ou non le contrat de travail selon l'évaluation de la performance d'un objectif préalablement établi, quand il organise le processus de travail en le faisant diriger par un sous-traitant avec la menace constante de son remplacement en cas de nécessité, ou quand il construit une structure d'entreprise optimisée pour réaliser son intérêt et place au service de cet intérêt une personne incluse dans la structure, il domine. Si l'entreprise s'entend comme une mise en œuvre d'une liberté d'articuler des ressources matérielles et humaines afin de réaliser un objectif spécifique, la domination sur l'entreprise pourra aussi être diverse et exercée de façon directe ou indirecte, ou même le dominant pourra réserver cet exercice du pouvoir de domination tout en conservant la faculté d'intervention arbitraire pour un cas futur jugé utile de lui-même. Si la domination directe est newtonienne, c'est une métaphore, donc ce n'est pas physiquement exact. Mais ça, c'est intéressant de comprendre la notion de domination.
Si la domination directe est newtonienne, celle indirecte ou Hegel est einsteinienne. La première correspondrait à celle de la force de gravitation que la Terre exerce sur la paume. La force s'exerce en droite ligne, elle est visible. En revanche, pour la domination indirecte ou Hegel, il semblerait utile d'imaginer un réseau invisible, flexible et tendu sur lequel un ballon de basketball exerce une influence gravitationnelle sur une balle de ping-pong présente à proximité. C'est un peu comme la notion de champ gravitationnel. Dans ce champ gravitationnel, bien que la petite balle paraisse libre, elle ne peut éviter de tomber dans le trou créé par le grand ballon, car le parcours de la petite balle est invisiblement dominé par le grand ballon. Comme le montre cette métaphore, la notion de domination peut être plus utile lorsque l'entreprise prend la forme de réseau. C'est le cas, par exemple, lorsque l'employeur constitue un réseau de relations contractuelles avec les travailleurs indépendants, ou lorsqu'il reçoit la main-d'œuvre nécessaire à l'entreprise par un réseau de fournitures constitué avec les intermédiaires, ou lorsqu'il forme un réseau d'entreprises en intégrant des entreprises extérieures, etc. L'exigence d'une justice juridique qui oblige celui qui dispose de la personne de ceux qui travaillent d'assumer la responsabilité correspondante est commune à tous les pays. Son application concrète est diverse selon la situation où se trouve chaque pays. La Corée, à la différence des pays auxquels les juristes coréens se réfèrent, est un pays marqué par le pouvoir des géboles et leur recours à la sous-traitance. Cela étant, il faudrait développer une conception du droit du travail capable de prendre en considération ces particularités. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, cher Yesong, de cette très très belle présentation qui donne beaucoup à penser parce qu'elle combine des aspects très spécifiques à la structure économique et historique de la Corée avec des problèmes transversaux que l'on va rencontrer dans tous les systèmes juridiques. Peut-être, je vois que Elsa Peskin vous a écouté très attentivement parce que ses propres travaux sont vraiment en écho avec les questions que vous avez abordées. Donc je me tourne vers elle pour voir si elle aurait des commentaires ou des questions à vous poser. Oui, merci pour cet exposé passionnant. Ça m'a vraiment effectivement passionné parce que on retrouve les grandes problématiques que l'on connaît en droit français. Alors il y a des similitudes qu'on peut repérer et puis aussi des différences, j'ai l'impression. Il m'a semblé que ce droit était aussi ordonné, donc la question de la responsabilité s'articulait aussi autour de la recherche de l'employeur, hein, comme en droit français. Donc il y a tout un travail de reconstruction de l'employeur que vous semblez décrire lorsqu'on essaye d'aller voir dans une société du Schäuble, une société responsable envers ses salariés. Et on verra qu'en droit français, on a vraiment aussi cette problématique qui est extrêmement présente. Vous avez évoqué aussi cette tentative de reconstituer l'entreprise et de voir dans l'ensemble des sociétés constitutives du Schäuble finalement une entreprise par-delà les partitions sociétaires. Je crois que c'est aussi un peu à ça qu'on tend en droit français lorsqu'on essaye de penser la globalité, donc la notion. Quand on essaye de penser la globalité et non pas les différentes sociétés séparément, donc cette notion d'entreprise, enfin, au sens d'organisation, elle a l'air d'être très importante. J'ai identifié aussi des choses intéressantes, c'est-à-dire que j'ai l'impression que la structure économique est davantage pensée en termes de pouvoir, alors que nous, sans doute que l'on pense davantage en termes de propriété. Vous avez dit à un moment quelque chose de très intéressant, vous avez dit que la signification du Schäuble, c'était le patrimoine devenu le pouvoir. Ça me semble intéressant. Je pense qu'une des difficultés qu'on a
en droit du travail français et sans doute dans d'autres droits européens, c'est que ces relations sociétaires et contractuelles sont pensées à travers des catégories qui sont les catégories contractuelles, les catégories de la propriété, et que ce qu'il faudrait, c'est montrer qu'il y a bien des relations de pouvoir qui sont introduites par ces biais. Et deuxième illustration de ce que je disais, c'est que ce chef du Schäuble, il n'est qu'actionnaire minoritaire, il ne détient que 3%, vous disiez, des actions des sociétés, mais il a un pouvoir absolument considérable et son statut de chef est transmis de génération en génération. Donc la transmission n'est pas celle de la propriété et du patrimoine, mais celle du pouvoir. Alors vous voyez, ça pour moi c'est quelque chose d'assez différent de ce qu'on peut repérer en droit français. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça, à ces observations. Oui, on pense souvent que le politique et l'économique se divisent. On n'aime pas d'identifier les deux. Donc, mais en Corée, quand je regarde les problèmes soulevés par l'économie ou la politique, il y a toujours une similitude, une connexion très dense, très intime dans ces deux domaines. Donc, je veux travailler sur. Donc, j'essaie de composer ces deux notions semblant différentes, mais l'économie en Corée, l'économie a un caractère politique et le politique a un caractère économique. Ces deux notions sont très liées. Et puis, donc, je ne suis pas content d'expliquer le droit du travail ou l'économique en termes de contrat ou en termes de propriété sans regarder le lien politique, le lien de pouvoir. J'essaie d'introduire la notion politique, la notion de pouvoir dans l'analyse de l'économie coréenne et dans l'analyse du droit du travail coréen. Donc, pour ça, pour les Coréens, le Schäuble et le pouvoir, c'est très naturel. On comprend tout de suite. Mais c'est un peu difficile d'expliquer à vous, aux étrangers. Mais est-ce qu'il n'y a pas malgré tout une question, parce que si on s'attarde à ce qui est spécifique au modèle coréen, d'abord j'avais une question qui est due à mon inattention, où c'est passé trop vite. Quand vous avez parlé des deux mots des deux notions qui servent à traduire entreprise. oui. Alors il y avait Sao et Kyo. mais la première désigne quelle définition on pourrait donner du premier sens de Sao? Sao, ça veut dire le ça, c'est le travail, l'activité. Et op, c'est fonder. C'est Fonder, fondation. Donc, fonder une activité, on peut traduire comme ça. donc c'est l'accent du social est au premier plan à ce moment-là sur la notion d'entreprise, comme communauté de travail. Sao. Oui, Non, c'est une activité. c'est l'activité. C'est activité. Et Kiev, c'est comme communauté. Donc c'est une organisation corporelle. C'est le Kiev. Et donc on a l'utilisation des deux mots. Enfin, la dimension sémantique pour l'entreprise serait très, très éclairante. Alors, ce que vous venez de dire sur les liens entre l'entreprise et le politique participe de la démarche qui a inspiré ce séminaire, puisque nous avons commencé par des questions de droit international, où on a évoqué la question de la responsabilité des États ou des institutions internationales à partir du moment où elles agissent selon des procédures qui sont structurellement proches des nouvelles formes d'organisation des entreprises. Et on voit bien que c'était l'une des hypothèses développées à l'origine de ce séminaire, que l'idée d'organisation en lien d'allégeance
se donne à voir aussi bien, par exemple, aujourd'hui, dans l'organisation de l'action publique au travers de sa contractualisation qui passe par des agences ou des organismes plus ou moins autonomes au lieu d'être en gestion directe. Donc il y a toujours eu dans l'histoire du capitalisme une façon semblable de penser à un certain moment l'organisation de l'État et l'organisation des entreprises. Très clairement, la grande entreprise industrielle de type fordiste, avec son modèle pyramidal, correspondait à une certaine conception aussi de l'État pensée selon le même modèle, et je vais dire à une certaine conception du droit qui était kelsenienne à l'époque aussi. Donc on pensait sous forme de, comme dirait François Hauss, de pyramide, et aujourd'hui on pense plutôt en termes de réseau. Ce que j'ai du mal à percevoir, c'est cette espèce d'hybridation que vous nous avez décrite d'un modèle, laissons ici la domination, hein, parce que je demande si ce concept très utilisé ne nous empêche pas de voir quelque chose. C'est cette combinaison entre des formes traditionnelles de pouvoir patriarcal, parce qu'en réalité le chef du Shebol est comme une espèce de patrie, enfin oui, c'est un modèle de paternalisme, et vous nous avez dit que la légitimation de ce système était recherchée dans une analogie avec la famille, et où donc le chef exerce une autorité discrétionnaire, mais il doit protection à ses ouvriers, d'où l'emploi à vie qui prenait part dans ce modèle. Et vous nous expliquez comment, à partir de la crise économique des années 90, qui préfigurait la grande crise de 2008, et puis la prochaine, enfin, ça on verra, qu'à partir de ce moment-là, il y a eu une conversion de ce système où on dit, maintenant vous êtes des citoyens libres de l'entreprise. Vous avez employé, ça m'a frappé cette notion de citoyenneté du salarié, parce qu'elle était au premier plan de la réforme des lois Auroux il y a maintenant un certain nombre d'années ici, avec cette conséquence que vous ne pouvez plus vous attendre à une protection de la part du chef du Shebol. Mais la question qu'on se pose alors, c'est comment ce système peut-il conserver une légitimité, parce qu'on voit bien que la soumission complète au pouvoir des Shebol avait pour contrepartie, dans le modèle ancien, des assurances de sécurité économique minimale. Ces assurances disparaissent, et ce que vous avez décrit, c'est une sorte d'hybridation a priori, comme on trouve peu durable, peu tenable, entre un pouvoir qui se veut de type patriarcal et d'autre côté la mise en concurrence des... Ce que vous nous avez expliqué de façon c'était très frappant, lorsque les chaînes de sous-traitance sont confiées, les chaînes de fabrication sont confiées à un sous-traitant qui lui-même confie chaque chaîne à une entreprise différente pour les mettre en concurrence. On est dans un modèle familial dont on sent que ça pourrait finir dans le meurtre, enfin, si on élevait ses enfants de cette façon. Donc, est-ce que ça vous paraît un modèle tenable? C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression que ce système n'est pas en train de saper la légitimité ancrée, je suppose, dans une culture historique coréenne beaucoup plus longue portée? Est-ce que ce système n'est pas en train de... Ces formes d'organisation ne fragilisent pas les bases culturelles qui étaient celles du modèle économique coréen? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je ne pense pas que ce modèle est tenable de longtemps. Mais le problème... les syndicalistes ne peuvent entrer dans cette usine. Ils bloquent les gens de syndicats, et les chercheurs ne peuvent plus non plus entrer dans cette entreprise pour faire une enquête, parce qu'ils bloquent aussi. Et le gouvernement ne regarde pas, il regarde ailleurs. Et puis les hommes politiques, ils
ils sont aidés beaucoup par cette entreprise, ce Jabil Hyundai. Ils ne critiquent pas, ils ne commentent pas cette affaire. Donc, la chose se passe comme s'il n'y avait rien de grave. Malheureusement, ce modèle n'est pas c'est un cas unique. Un autre Jabil de Hyundai donc, que j'ai cité, de Hyundai Heavy Industry, a inventé une construction, un chantier naval sur ce modèle Donghyot. Donc, des ouvriers sont tous des sous-traitants et que des employés de bureau et de garde sont salariés de l'entreprise Hyundai. Donc, ce modèle est en train de se répandre. Donc, je pense que c'est grave. Mais, donc, ça pourrait détruire une légitimité de l'entreprise dominante coréenne. Mais aujourd'hui, notamment le chômage des jeunes est très grave. Que les gens critiquent de moins en moins la manière de Jabil pour avoir un emploi stable, donc, comme dire en français, un emploi en CDI dans une entreprise de Jabil. Parce qu'il y a une inégalité grave entre les entreprises grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises. Elles sont toutes dominées par l'entreprise de Jabil. Donc les salaires sont très bas et les conditions de travail très faibles. Donc les jeunes veulent entrer dans une entreprise de Jabil. Donc s'ils critiquent les Jabil, ils ont peur de ne pas avoir une occasion, une possibilité d'être recrutés par le Jabil. Et puis aujourd'hui, les Jabil coréens achètent des universités et ils promouvent des managements. Et ils ferment des facultés de littérature, des facultés de philosophie. Et donc les jeunes sont de plus en plus adaptés à la manière de penser, à la manière d'agir, inventée ou conceptualisée par le Jabil. Merci, tout ça ne peut avoir que des échos pour nous. Donc, peut-être s'il y a quelques questions dans la salle. Oui, madame ?